Parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci, d'être présents et présentes, en direct ou en replay pour ce webinaire qui va être consacré à la gestion de proximité des biodéchets. Donc, avant de dérouler les 10 points clés, je vous propose de vous présenter rapidement les différents éléments qui vont vous permettre de comprendre et de présenter la gestion de proximité. Alors d'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un biodéchet? Donc, vous pouvez le voir, les biodéchets, ce sont à la fois les restes alimentaires, les déchets de repas et de préparation, qu'ils soient végétaux, animaux ou cuisinés, et les déchets verts, enfin les déchets des espaces verts et de jardin, qu'on appelle communément les déchets verts. En bas de la diapositive, vous voyez la définition entre guillemets officielle du biodéchet, qui sont donc tous les déchets non dangereux, biodégradables, de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine, provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs, des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. Voilà le cœur de notre sujet, le biodéchet. Aujourd'hui, malgré tout, les biodéchets représentent encore un tiers de la poubelle des ordures ménagères. Ce tiers, c'est, une estimation au niveau national. Donc il y a plusieurs enjeux qui sont liés au tri à la source et notamment au tri à la source pour la gestion de proximité. Donc le premier enjeu, ça va être, un enjeu environnemental. L'intérêt, c'est de réduire ces déchets, effectivement, quand on fait de la gestion de proximité, on allie obligatoirement des démarches de prévention. Parce que gérer, en proximité des biodéchets, ça veut dire manipuler les matières et donc l'objectif, c'est que moins il y en a à manipuler, mieux c'est parce que moins ce sera difficile. De fait, la prévention est indissociable de la gestion de proximité. Il va y avoir aussi un enjeu, pardon, au niveau de la limitation des gaz à effet de serre. Si les biodéchets sont gérés in situ, on va éviter la circulation de camions, éventuellement la création d'exutoires industriels ou alors leur surdimensionnement. On pourra revoir à la baisse les dimensionnements des exutoires industriels. Et enfin, le retour à la sol des matières contribue à la fois à préserver les sols et puis à les régénérer. Le deuxième enjeu, dont je vais vous parler, ça va être, l'enjeu économique. Dire que faire de la gestion de proximité permet de faire baisser les coûts, à mon sens, ce n'est pas juste parce que, la gestion de proximité, elle a un coût qu'il ne faut pas négliger. La gestion de proximité, ça repose sur l'humain, donc ça va avoir des coûts différents. On va pas fabriquer des grosses, usines de traitement. Par contre, on va embaucher du monde ou on va faire travailler du monde et des personnes de préférence formées et si on veut qu'elles restent, il faut aussi, qu'elles soient, rémunérées correctement. Donc, par contre, dans la mesure où on a la maîtrise de son projet, qu'on n'est pas tributaire d'un prestataire ou de personnes extérieures, pour ces décisions-là, pour moi, ça permet une maîtrise des coûts de gestion des déchets. En plus, concernant, par exemple, la question des déchets verts, ça permet aussi là, pour le coup, ça permet une économie parce qu'on va avoir, pas ou peu recours à des engrais. On va avoir un usage de l'eau qui va être, plus contrôlé, voire plus faible. On va avoir un recours, réduit aux dépôts en déchetterie et cetera. La gestion de proximité a aussi des enjeux sociaux. Installer et faire vivre un site de compostage partagé, par exemple, c'est aussi créer un espace de rencontre et d'action environnementale. Les personnes vont pouvoir échanger, vont pouvoir partager, vont y avoir des moments, sociabilité liés à ce site et cet impact est non négligeable, mais extrêmement difficile à mesurer.
Et enfin, le dernier enjeu, qui est commun à tous, c'est, les enjeux, liés à la réglementation. Le tri à la source est obligatoire, vous le savez, depuis le 1er janvier, 2024, et le brûlage est interdit depuis 2011 et cette interdiction a été, réaffirmée et précisée en 2020. Alors, quand on parle de gestion de proximité, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est valoriser sur place. Donc valoriser sur place, ça veut dire qu'on va avoir toutes les formes de compostage. On va gérer le biodéchet sur place par le compostage domestique, par le compostage autonome en établissement ou par le compostage partagé ou au jardin, si on dispose d'un jardin. Ça va être aussi grâce au paillage, au mulching qui va éviter les allers-retours à la déchetterie pour emmener de la tonte, le stockage en tas, les sèches, etc. En fait, la gestion de proximité, quand le déchet produit, c'est une manière dont les ménages et les professionnels traitent eux-mêmes. Donc, ils vont se charger eux-mêmes de leurs déchets alimentaires ou de jardin. Et donc, la notion de in situ est importante. Oups, pardon. Il y a quelques petits plus à la gestion de proximité. Je vais commencer par le camembert de droite. La gestion de proximité, elle se situe à une croisée de différents mondes. Enfin, j'ai pas trouvé d'autres mots, j'appelle ça des mondes. Vous avez le monde social, le monde du déchet, le monde du vivant. Et la gestion de proximité, en fait, elle relie ces trois-là. Et son approche transversale permet aussi d'en faire une action qui contribue à d'autres engagements territoriaux, comme le plan climat territorial, des démarches citoyennes, un plan de protection de la biodiversité, etc. Donc, la gestion de proximité, ça peut être un des outils qui contribue à ces démarches territoriales-là. Et enfin, la gestion de proximité, c'est une solution qui est légère, c'est-à-dire que ben, il n'y a pas de grosse technologie quand on fait de la gestion de proximité. Elle est adaptable parce qu'on peut justement prendre en compte les particularités du site sur lequel on s'installe. Elle est évolutive, elle est surtout réversible. Voilà, il n'y a pas de grosse construction. On démonte son composteur et il n'y a plus rien. Elle est humaine et globalement, elle est économe. Voilà, avant de passer à l'inventaire des 10 points clés, je voulais savoir si vous aviez des questions éventuellement. N'hésitez pas à m'interrompre et à faire en sorte que ce ne soit pas un long monologue. Non. Donc, je poursuis. Donc, les premiers points, en fait, de ces 10 points clés vont être de poser les fondations d'une opération de gestion de proximité. Ils vont être indispensables pour ancrer votre démarche dans la durée parce que la gestion de proximité, c'est du changement de comportement et le changement de comportement s'inscrit dans du temps au moins moyen, voire long. Donc le premier point, ça va être de s'appuyer sur un ou une interlocuteur ou interlocutrice compétente et compétente sur la question du compostage. Donc, vous avez recours à des maîtres composteurs qui sont formés pour avoir des compétences et avoir cette vision globale du territoire en matière de gestion des biodéchets et donc de gestion de proximité. Un petit focus sur le maître composteur. Je vous ai marqué selon le référentiel, parce qu'effectivement, la formation maître composteur est portée par le réseau Compost Citoyen au niveau national. Et donc, chartée, les organismes de formation doivent respecter une charte d'engagement qui leur fait suivre un référentiel. Ce référentiel, il est inscrit au registre national des compétences. Et donc, permettre à un de vos agents ou vous-même d'être maître composteur, c'est rajouter une corde à votre arc, une corde professionnelle à votre arc.
Et c'est important de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui sont formées et qui ont pu, au cours de leur formation, poser différentes questions et se créer un petit réseau de collègues sur lesquels se reposer. Le deuxième, le deuxième point, pardon, voilà, tout va bien. Le deuxième point qui est assez indispensable dans toutes les démarches, entre guillemets, «réussies» ou qui ont réussi à s'installer, dans le temps, sur les territoires et ce que l'on constate, c'est que, il y a une volonté et un portage politique fort. Sans ça, ça peut être assez épuisant pour, les agents de vouloir déployer, une quelconque démarche de gestion de proximité. Avoir un ou une élue qui est sensibilisée, qui s'intéresse à la question, qui a compris, les tenants, les aboutissants, qui a compris le fonctionnement, voire même, pour certaines de nos collectivités adhérentes, qui sont formées, guides composteurs, c'est vraiment un atout non négligeable pour ancrer cette démarche, dans le temps et avoir un soutien et un appui. Et enfin, le dernier point de cette anticipation, c'est, définir une stratégie claire. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir poser les choses, il va falloir, réfléchir à des objectifs pour votre territoire, donc adaptés à vos territoires. Donc là, je ne vais pas vous donner une méthodologie, clé en main pour pouvoir, déployer la gestion de proximité parce que à chaque territoire, ses propres objectifs, ses contraintes, ses atouts. Une fois que vous avez, défini ces objectifs, stratégiques, il faudra les décliner en objectifs, opérationnels, classiquement, ce qu'on appelle le plan d'action et puis, pour pouvoir voir si, le plan d'action est pertinent et efficace, il va falloir, définir des indicateurs d'évaluation, à la fois quantitatifs et qualitatifs, qui sont un peu une gageure, hein, en gestion de proximité parce que, comme on s'appuie sur de l'humain, les données sont parfois compliquées à recueillir, d'où l'intérêt de les anticiper et d'avoir réfléchi à comment collecter, ces données en amont. Et c'est un indispensable pour pouvoir après évaluer, son action et mettre en place une démarche, d'amélioration continue et donc de pouvoir, éventuellement rectifier le tir, réajuster en fonction des résultats de son territoire. Voilà pour la première partie anticipée. Je regarde rapidement, le chat de discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je poursuis. On va arriver au cœur de la démarche qui va être, lié au déploiement. Donc le premier, on va déployer, donc le plan d'action a été créé tout à l'heure, vous l'avez vu en première partie. On va, il va falloir créer un plan de communication pour pouvoir mobiliser, les forces de votre territoire. Donc, pour créer ce plan d'action, il va bien falloir, inventorier les différentes cibles, inventorier les moyens dont vous disposez, et définir, quel moyen est efficace pour toucher quelle cible et pour chacune, définir des objectifs, que ce soit alors il y en a plusieurs en communication, ça va être soit mobiliser, soit expliquer, soit accompagner le passage à l'action, soit on le verra plus tard, célébrer. Donc ce plan-là, alors il va être posé, sur le papier, il va être réajusté au fur et à mesure, du déploiement de votre opération de gestion de proximité. Pour pouvoir, ancrer votre, démarche sur le territoire, vous allez pouvoir vous appuyer sur des partenaires, qu'ils soient internes et externes. Interne, la gestion de proximité, elle travaille pas. L'idée, c'est de pouvoir travailler en transversalité au sein des collectivités parce qu'elle peut toucher, aux questions de nature, de biodiversité, d'aménagement de l'espace, des déchets évidemment.
d'urbanisme. Voilà, il y a beaucoup de secteurs qui peuvent être impactés ou concernés par cette démarche. Donc l'idée, c'est de bien mobiliser autour de vous pour avoir un maximum de ressources et aussi de vous appuyer sur des structures du territoire, que ce soit des associations, des entreprises, des bureaux d'études, qui vont pouvoir vous épauler dans le déploiement de votre démarche à, au niveau qui vous paraît le plus pertinent et selon les ressources dont vous disposez en interne. Ça permettra de démultiplier le message et puis de le faire rayonner, de toucher éventuellement des publics que vous-même en direct, vous ne touchez pas, et donc de multiplier les chances de réussite. Oups, pardon. Ben, les deux sont arrivés en même temps, ça n'est pas grave. Donc, l'idée, c'est de construire, le sixième point, c'est de construire une filière pérenne d'approvisionnement en matière structurante. J'imagine que vous savez tous comment se passe un ouais, une démarche de compostage. On met des biodéchets et il faut aussi du structurant. Le structurant, la matière sèche ou le broyat. Voilà, je vais essayer de donner à peu près les différentes appellations. C'est un peu le nerf de votre opération de compostage. Il faut que vos filières elles soient consolidées. Il faut que vous ayez pu trouver les différentes sources d'approvisionnement auxquelles les sites de compostage partagés, mais aussi éventuellement les individuels, les composteurs individuels. Les gens, ils peuvent avoir un jardin, mais peut-être pas assez de matière sèche, ne pas produire assez de matière sèche pour pouvoir équilibrer leur propre composteur. Donc, c'est important de pouvoir donner accès à toutes les bonnes volontés qui vont vous épauler et mettre en œuvre votre opération de gestion de proximité. Donc, il va falloir recenser à la fois les producteurs de déchets verts et les mobiliser, et puis faciliter l'accès aux structurants pour les particuliers, mais éventuellement aussi les professionnels, les différents référents de sites. Voilà. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre et c'est un travail qui est important à faire. Et, et l'idée, c'est de créer une relation de confiance pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'approvisionnement et que chacun il retrouve son compte au final. Si on continue sur le site en lui-même, il va falloir choisir et proposer du matériel adapté. Euh, L'idée, c'est d'avoir un matériel qui est forcément adapté à la pratique, qui est solide, qui est réparable, qui peut être ergonomique, et pour éviter les pénuries ou les ruptures de stock, il est très intéressant de pouvoir s'appuyer sur les fabricants du territoire. Ça va non seulement vous permettre d'avoir une relation plus directe et donc éventuellement de faire évoluer le matériel avec, voilà, en faisant un retour sur l'évaluation du matériel proposé. Et puis en plus, ça favorise en général l'emploi sur vos propres territoires. Et donc ça rajoute une dimension à votre opération de gestion de proximité. Et enfin, le dernier, il va falloir à la fois former les usagers, mais aussi les agents. Et pas forcément que les agents qui sont en contact avec les personnes qui veulent mettre en place des sites de compostage. Vous pouvez aussi avoir des agents qui sont en contact avec les personnes qui viennent déposer des déchets verts en déchetterie ou d'autres agents qui sont mobilisables ou mobilisés, ceux qui s'occupent des jardins familiaux. Voilà. Ne vous restreignez pas aux seuls agents du service qui sont dédiés à l'installation de sites. Vous pouvez voir plus large, ça fera d'autant plus de personnes mobilisables. Et pour les former, alors bah, il y a plusieurs solutions s'offrent à vous. Moi, je ne vais vous en proposer et présenter qu'une seule, c'est de faire appel à des organismes de formation qui sont chartés, c'est-à-dire qui ont l'habilitation pour former
pour les formations référents et référentes de site, guide et maître composteur, parce que vous aurez la garantie que l'intégralité des modules a été présentée, que ce qui a été présenté respecte à la fois le cadre fixé et ne va pas propager de fausses nouvelles. Sur mon territoire, j'ai des formatrices, entre guillemets, qui continuent à promouvoir que certains gestes, enfin certains déchets organiques ne peuvent pas aller dans un composteur, ce qui n'est pas du tout le cas. Tous les déchets organiques sont compostables. Il faut juste apprendre à le faire. Et puis, vous avez, une fois que, que les usagers, les agents, vos référents sont formés au compostage, il y a plein d'autres manières de les faire monter en compétences avec les formations qui vont être liées au jardin, aux déchets verts, à la lutte contre le gaspillage alimentaire aussi. Toutes les formations en lien avec la prévention de la production de biodéchets sont aussi à mobiliser dans un programme ou dans un plan de formation ou d'information. Voilà. La formation des usagers, c'est ce qu'on on peut aussi l'amorcer par des actions de sensibilisation. Et là comme on l'a vu tout à l'heure, il est important de s'appuyer sur vos partenaires sur le territoire qui le font déjà, mais de les mettre en avant, voire les solliciter un peu plus pour qu'ils renforcent leur action sur cette question. Voilà pour le deuxième grand point qui est déployé, donc le déploiement. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Toujours pas. Eh bien, je continue. Les, les derniers points clés pour une stratégie de gestion de proximité réussie se consacrent en fait à la pérennisation de votre action. Donc, quand vos premières étapes de déploiement sont réalisées, elles ont cours, il va falloir poser les conditions de leur pérennisation. Donc la première, ça va être d'évaluer. Il va falloir dresser le bilan du plan d'action au regard des indicateurs fixés. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir fixé ces indicateurs en première phase, en amont du lancement, et puis d'avoir créé aussi des outils de suivi pour pouvoir à la fin voir si les objectifs fixés étaient pertinents, cohérents, atteints. S'ils ont été atteints, comment on peut faire mieux? S'ils ne l'ont pas été, pourquoi ils ne l'ont pas été et qu'est-ce qu'il faut corriger pour qu'ils le soient? Donc l'évaluation, c'est quand même un moment assez clé, mais ce moment d'évaluation qui arrive quasiment à la fin enfin de la mise en place de votre démarche, il faut qu'elle ait été, anticipée, de longue date. Et le dernier point, c'est de célébrer, en fait. On l'oublie très souvent, mais il y a un tas de bonnes volontés qui vont, s'agréger à votre, démarche de gestion de proximité et qu'elles soient, professionnelles ou bénévoles. Il faut les remercier, il faut, être reconnaissant de cette implication. Il Voilà, parce que ce qu'on entend le plus souvent de la part des personnes qui gèrent des sites de compostage, souvent les bénévoles, c'est qu'à un moment, bah, ça demande du temps, ça peut être un peu compliqué parfois et la réflexion c'est: «Bah, oui, mais en fait, voilà, je fais une action de service public». Ce qui est pas, à mon sens, ce qui est pas complètement faux. Et beh, il faut les remercier pour ça, en fait. Et c'est important parce que les gens vont se sentir, reconnus dans leur implication et ça va les motiver à poursuivre et ça peut éviter, en fait, l'érosion des bonnes volontés et quand elle est érodée, ben, aller retrouver des nouvelles personnes, c'est voilà, ça peut être une gageure.
voilà, vous avez les 10 points devant vous. Alors, avant de passer à la suite et donc à la fin, je vais arrêter le partage et je vais vous proposer que l'on échange sur, sur ces 10 points. Euh, si parmi vous, certains ont mis en place certaines démarches, notamment au niveau éventuellement des indicateurs, ça peut être intéressant de le partager. Comme on n'est pas ultra nombreux, je vous propose de vous laisser un peu la parole, ce qui permettrait aussi à chacun de pouvoir présenter un peu ses actions, voir ses problématiques, et que ce soit un peu moins monologue de ma part. Oui, allez-y. Oui, bon, comme personne se lance, Je vous on est. remercie, mais grandement, vraiment. Alors, on n'est pas forcément le territoire le plus avancé sur le sujet parce que historiquement, donc nous, on est sur Folquemont, entre Metz et la frontière allemande, donc, et on a une collecte séparée avec le SIDEM, avec un système multiflux, donc sac vert, sac bleu, qui aujourd'hui, enfin, on se rend compte des limites de ce système-là. Donc, se pose la question de déployer le compostage de proximité, notamment collectif. Sauf qu'on a une direction qui est vraiment, enfin, juste sur le fait que le compostage coûtera moins cher que la collecte. Donc, l'idée, c'était voilà, d'avoir bien les différentes étapes pour faire comprendre que effectivement, le compostage a de multiples intérêts, mais niveau finance, il a quand même un coût. Même si effectivement, ça peut, je pense, in fine, s'avérer moindre que de la collecte séparée, surtout si elle est en porte-à-porte. Mais voilà, donc du coup, on voulait quand même voir ça. Et moi, j'aurais une question parce que du coup, donc on n'a pas de site de compostage collectif. À une époque, on distribuait juste des composteurs individuels, mais il n'y a pas non plus de démarche par rapport au broyat. Donc ça, c'est des choses qui nous faudra mettre en place si on va là-dessus. Mais je voulais savoir si dans le secteur, il y avait des sites exemplaires ou vitrines, je ne sais plus comment vous les appelez, les sites qui sont labellisés, parce que c'est vrai que pour bien comprendre comment ça marche, ça pourrait être intéressant d'aller en visiter si toutefois on en a qui sont pas trop loin de chez nous. Alors, je vais vous répondre rapidement sur les sites vitrines. Oui, il y en a, va y en avoir on devrait arriver avant tout ce compost là qui arrive à la fin du mois à en avoir labellisé, c'est pas le bon mot parce que c'est pas un label, mais identifié 16. Oui, Par contre, alors j'avoue que ma géographie de la Lorraine est un peu faiblarde, donc je ne vois pas trop où est Folcomont. Et une de mes actions cette semaine, ça va être de les identifier sur Géocompost. Et ainsi, vous pourrez d'accord. voir s'il y en a des proches ou pas. Sur la question des coûts, il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, on a fait une série Oui, de 3 webinaires sur les coûts de la gestion de proximité avec un webinaire sur le compostage, un webinaire sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et un webinaire sur les déchets verts. Et donc, on avait essayé d'évaluer aussi les coûts. Vous pourrez retrouver ça aussi sur le site internet du réseau avec les diaporamas et ma collègue à l'époque avait fait un petit compte rendu avec une synthèse sur ces coûts-là, ce qui permet, alors il faudra certainement remettre les chiffres à jour, mais ça permet d'avoir les différents coûts à prendre en compte. Une fois que vous les avez évalués, ça permet d'avoir une vision un peu plus juste aussi. Parce qu'effectivement, la gestion de proximité n'est pas neutre. oui, bah voilà. Enfin, si on doit lancer quelque chose, enfin, on veut pas aller au casse-pipe, quoi. Donc, enfin, faut savoir dès le début sur combien on table sur le Oui. plan financier, quoi.
Après, je te laisse la parole, Catherine, tout de suite après. La collecte en porte-à-porte, de toute façon, c'est la plus chère, hein. Oui, bah oui. Donc, vous serez de toute façon en dessous. Mais vas-y, Catherine. Merci Elsa pour cette présentation très claire. Moi, je voulais en profiter pour juste ajouter peut-être une information qui pourrait intéresser certaines d'entre vous. Le réseau national, donc vraiment en novembre dernier, a établi, enfin avec l'ensemble des antennes régionales un peu partout sur le territoire, a établi un catalogue en fait des fournisseurs d'équipements, de matériel et petits matériels. Voilà, donc l'idée en fait, c'est que ce catalogue est très inspirant parce que il a été établi donc sur la base de plusieurs critères de qualité, de durabilité, de fiabilité, de pérennisation possible aussi de ce matériel et donc dans les différentes régions en France. Et je vous invite à le consulter. C'était juste un petit complément d'information. Il est en ligne, hein, se trouve en ligne sur, Oui, oui. je crois, si je dis pas de bêtises, hein, Elsa, tu me reprends si c'est faux, mais sur la médiathèque, je crois. Je pense qu'il est accessible par la médiathèque. Il doit être accessible aussi par le site national, je Ouais, dirais. Mais tout à fait. à vérifier. Ouais, si c'est possible de mettre le lien vers le catalogue, parce qu'effectivement, ça peut être pas mal de bénéficier de ce retour d'expérience. Alors, Alors, sachant qu'en plus, c'est un catalogue qui est, donc, qui est évolutif, hein, il a été établi tout au long de l'année 2025 sur la base des retours en fait, des équipementiers. Il est évolutif dans le sens où forcément, si après tel ou tel territoire, telle ou telle région identifie d'autres fournisseurs d'équipements, de matériel qui n'ont pas encore été, qui figurent pas encore sur ce catalogue, et ben en fait, vous nous faites remonter l'information, donc Elsa sur territoire du Grand Est, hein, et ça sera donc ces nouveaux fournisseurs identifiés seront rajoutés au catalogue et ça va servir un petit peu à tout le monde, donc c'est très intéressant. Et là, on va continuer de le faire évoluer au cours de l'année 2026. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc c'est à la fois les composteurs et aussi les petits équipements liés au compostage, dont on a besoin pour le compostage. Et je ne sais pas s'il est si facile que ça à retrouver, par contre, dans la médiathèque. Parce que moi, je n'ai pas réussi. Ouais. Je suis en train de le chercher. Est-ce que quelqu'un d'autre veut Je peux regarder. échanger? Ouais, je peux regarder pendant ce temps-là, Elsa, si tu veux. Je vais essayer de trouver. Je ne sais pas si je vais trouver, mais je vais regarder. Par contre, il est réservé aux adhérents. Mais je vais vous mettre là. Oui, il est réservé aux adhérents, tout à fait. Pour le retrouver, je vous ai mis, alors je vous mets dans la marge, dans le chat, le lien vers la page outils. Donc, c'est la page de la médiathèque. Et dans la barre de recherche, vous avez type thématique et puis un champ plus ou moins un champ mot-clé. Et dedans, moi, j'ai juste mis fournisseur. Et donc, vous retombez, vous arrivez directement sur le catalogue des fournisseurs d'équipements de compostage, la version septembre 2025. Et il y a effectivement une mise à jour qui est prévue, il me semble, annuellement pour injecter, c'est pas très beau, mais de nouveaux fournisseurs, etc. Donc, le principe, ça a été que les fournisseurs, ils ont été interrogés, en fait, sur ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, etc. Mais effectivement, pour l'instant, ce catalogue est réservé à nos adhérents, mais l'adhésion n'est pas non plus un palier insurmontable, donc n'hésitez pas à adhérer à votre réseau régional. Je sais qu'autour de la table, il y en a plutôt plus du réseau Grand Est, mais pour les autres réseaux, le territoire hexagonal est couvert et ultramarin aussi en grande partie. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait éventuellement poser une question, intervenir? Alors, ce que je vous propose, le temps que vous voyez ici, vous avez d'autres questions. Je vais reprendre le partage qui n'a pas fonctionné.
Hop. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Hop. Donc, pour rebondir sur l'intervention de Catherine, effectivement, il y a un certain nombre d'outils. J'ai mis des réseaux compost citoyens parce qu'en fait, on mutualise beaucoup. Donc, vous retrouvez ceux créés par le Grand Est, mais aussi ceux créés par les autres régions, ce qui permet d'avoir un panel plus large. Donc, vous avez accès à une médiathèque participative. Donc, quand vous aurez ce document, vous avez les liens normalement. Pour l'instant, il y a 214 ressources de tout type qui sont disponibles. Ressources de tout type, ça va de la fiche à un exemple d'outil de suivi, des argumentaires, des textes qui sont rédigés et qui sont utilisables clé en main. Donc, vous voulez faire des communications dans les journaux municipaux, par exemple, et ben, vous avez des petits articles avec le nombre de mots qui sont utiles sur différentes thématiques. C'est ce qu'on appelle les contenus prêts à l'emploi. Il y a des infographies. Enfin, c'est assez varié. Ça se présente. Voilà, sous vos yeux ébahis, ça marche. Ça rame, mais ça va marcher. Ouais, parfait. Vous voyez donc la page de la médiathèque participative, vous la voyez? Et donc, vous avez type, thématique, mots-clés. Vous pouvez faire une recherche. Il y a deux petits pictos, un A ou un L. Quand c'est A, c'est que c'est réservé aux adhérents. Et sinon, le reste est accessible pour tout public. Donc voilà, avec là, ils apparaissent rangés par type. Donc vous avez les affiches, les argumentaires pour différents publics. Donc il y a un argumentaire pour les élus, un argumentaire pour les professionnels du paysage, un argumentaire pour les bailleurs sociaux, l'argumentaire pour créer des réseaux. Voilà, pourquoi soutenir la PG Prox. Et ce dont je vous parlais, c'était les contenus prêts à l'emploi. Donc, vous avez jardin et déchets verts, lutter contre le gaspillage alimentaire et le compostage. Et en fait, dans ces fichiers, il y a pas d'image, vous avez juste du texte que vous pouvez copier-coller. Idéalement, c'est bien de citer la source, hein, mais voilà, ils ont été lus, relus et les informations transmises sont justes. Voilà. Donc ça, c'est pour la médiathèque. Sachez que la médiathèque participative actuellement fait l'objet d'un grand chantier au niveau interrégional pour évoluer en centre de ressources. Donc c'est un grand chantier parce que ça demande beaucoup de temps aux personnes qui s'impliquent dans ce groupe de travail, mais ça demande aussi des financements. Donc, c'est assez lourd voilà, de faire monter en gamme cet espace. Et donc, on a décidé de mutualiser entre les différents réseaux régionaux pour pouvoir essayer de vous offrir une interface plus intuitive et plus esthétique aussi, et puis qui facilitera la recherche de documents. Toujours est-il que si vous avez des documents à partager, n'hésitez pas, hein, vous pouvez déposer vos documents, ils seront modérés et en fonction validés, donc mis à disposition de tout un chacun. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, ce sont les fiches des réseaux compost citoyens, pas Grand Est, des réseaux compost citoyens. Ce sont des fiches techniques, certaines sont en accès libre, d'autres non. Ça dépend un peu de chaque réseau qui a son propre mode de diffusion. Elles sont regroupées sur une page qui est commune à l'ensemble des réseaux régionaux que vous retrouvez là dans l'onglet Outils. Vous avez les fiches des RCC. Tout à l'heure, on verra les webinaires des RCC. Et donc, pareil, vous avez les fiches, elles sont classées par thématique. Donc, le premier, c'est des généralités sur la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Donc, quand elles sont réservées aux adhérents, c'est bien noté en haut. Et puis, sinon, elles sont en accès libre et donc téléchargeables. Donc, le deuxième thème, c'est les techniques de compostage. Le troisième, c'est le compostage partagé, puis le compostage en établissement.
les solutions pratiques pour les professionnels, jardins végétaux et déchets verts, lombricompostage et le dernier, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Vous avez en bas les fiches qui sont à venir. Donc ça, ce sont des réseaux qui savent déjà, qui ont déjà prévu de les écrire et de les publier. Et donc, c'est une page qui est mise à jour régulièrement. Voilà pour les fiches. Je vous ai montré en même temps l'onglet qui permettait d'arriver à la page des webinaires. Donc, c'est toujours dans Outils, c'est le deuxième, c'est les webinaires des RCC. Et là, comme avant, on va retrouver en fait les mêmes thèmes que les thèmes présentés pour les fiches. Et puis, si on clique sur un des titres, vous allez avoir une petite présentation, éventuellement les intervenants. Vous avez le replay. Pour certains, vous allez avoir le replay et la présentation. Voilà, avec les différents invités. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans ces listes si des thèmes peuvent vous intéresser. Enfin, en Grand Est, on a aussi un certain nombre de rencontres. Donc en 2025, il y en a eu 5. C'est des rencontres avec les adhérents. Donc il y a eu un voyage d'études, il y a eu des rencontres régionales, il y a eu des journées techniques. La prochaine rencontre en 2026, ça va être les rencontres régionales qui ont lieu en marge de l'Assemblée générale, donc le 19 mars. Mais vous allez bientôt avoir une information normalement pour ceux qui sont abonnés à la lettre d'info du Grand Est. Et puis, en Grand Est, mais c'est assez classique en fait par rapport aux autres réseaux. C'est pour ça que c'est pas forcément perturbant de le présenter ici. On utilise des moyens de communication et des moyens mutualisés. Donc, il va y avoir le site internet, vous allez retrouver les lettres d'information, des réseaux sociaux. On est présent sur Facebook et LinkedIn. Il y a le forum d'échange qui est commun à tous les réseaux Compost Citoyen et qui est hébergé par le réseau national. Il y a une foire aux questions et une, entre guillemets, hotline réglementaire avec un mail dédié. Donc ça, la hotline réglementaire, elle est réservée aux adhérents, tout comme le forum d'échange. La foire aux questions, je ne saurais vous dire. Et en Grand Est, nous avons donc depuis le début de l'année, là, depuis janvier, un nouveau plan d'action triennal. Et il se repose sur 2 axes forts, les déchets verts et l'observatoire, la mission observatoire. Donc on va pouvoir, vous allez avoir au fil de l'eau des informations sur éventuellement les nouveautés et les événements qu'on poursuit. Et évidemment, je ne saurais que vous encourager à rejoindre votre réseau régional pour partager, échanger, faire réseau. Vous pourrez aussi continuer à vous former, à vous informer et à poser vos questions. Donc voilà. Et puis évidemment, voilà, vous retrouverez enfin tous les contacts possibles et imaginables pour joindre votre réseau Compost citoyen. Moi, j'en ai fini. L'idée, c'était pas de rentrer dans les détails très opérationnels, mais d'avoir une vision globale parce que réussir à déployer une opération de gestion de proximité, en fait, elle s'adapte à son territoire. Donc, on peut, on ne peut que plaquer des grandes lignes qui peuvent être communes. Qui peuvent être communes à différents territoires, mais l'opérationnel, il va forcément vous être propre. Donc, l'idée, c'était pas forcément de rentrer dans des détails très opérationnels, pratico-pratiques, parce qu'ils ne seraient pas du tout adaptés entre un territoire rural très urbain ou mixte, montagnard ou en plaine. Euh, Nous, on n'est pas concernés, mais au bord de la mer ou pas. Enfin, voilà, il y a plein de configurations qui vont faire que les déploiements et les mises en place vont varier. Vous pouvez aussi avoir des territoires en Grand Est. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Le tissu associatif est très, très riche, très dense. Donc, on peut trouver beaucoup de soutien et d'appui sur le territoire, ce qui peut ne pas être le cas ailleurs.
Donc voilà, c'était pas de rentrer dans le détail opérationnel de chaque étape, mais que vous ayez un aperçu des différentes étapes qui permettent la mise en place d'une opération de gestion de proximité. Et si jamais vous avez des questions très précises ou plus précises ou besoin d'éventuellement qu'on recherche des exemples comme il a été demandé tout à l'heure, des sites vitrines ou alors une collectivité qui ferait pareil, n'hésitez pas à me faire remonter la demande et puis si possible, je vous répondrai évidemment. Voilà. Moi, j'en ai fini pour ce webinaire, mais par contre, je vous écoute si vous avez des questions, des remarques ou des interrogations ou autres réflexions à partager. Donc, si ce n'est pas le cas, je vais vous libérer. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et, et puis, ben, à bientôt, parce qu'on a encore des webinaires de prévus. Les sujets ne sont pas figés, donc si jamais vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les retransmettre ou de me les faire remonter, puis on verra les intégrer dans notre plan d'action. Voilà. Eh bien, à très bientôt.